normalement, l'enregistrement fonctionne. Donc, pour démarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager euh, mon écran afin d'avoir une petite introduction. Est-ce que vous voyez toutes et tous mon écran? N'hésitez pas à réagir avec les boutons de réaction. Mhm. Bon, ok, très bien. Alors, donc l'idée, c'est de parler d'une approche responsable du numérique et de se poser la question, y a-t-il des pistes pour gérer l'impact? Alors, ce que nous dit l'ADEME sur le numérique aujourd'hui, c'est que c'est à peu près 10% de la consommation électrique annuelle en France et 2,5% de l'empreinte carbone annuelle de la France. C'est 20 millions de tonnes de déchets par an, de déchets informatiques, et 62,5 millions de tonnes par an de ressources consommées, notamment sur de l'extraction minière pour la production des équipements. C'est également 70% des gaz à effet de serre émis par le secteur qui sont liés à la fabrication, entre autres, des équipements et à peu près 21% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'usage. Voilà un petit peu des grandes lignes. Alors, il y a d'autres acteurs qui nous disent des choses, notamment l'organisation Green IT qui a produit un rapport assez étoffé sur l'impact du numérique sur l'environnement au niveau mondial, qui nous dit que c'est 4,2% de la consommation d'énergie primaire. 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est une tendance plutôt croissante, c'est 0,2% de la consommation d'eau et 5,6% de la consommation d'électricité au niveau mondial. On voit bien qu'au niveau de la France, on est au-dessus. Voilà. Et enfin, troisième acteur qui dit des choses intéressantes, c'est The Shift Project, qui propose la construction d'un concept de sobriété numérique selon 5 axes. Un premier axe sur la production de technologies intelligentes. Un deuxième axe sur une vraie stratégie numérique et sur une architecture d'entreprise construite différemment et réadaptée à des bons usages du numérique. Ensuite, c'est de réfléchir sur les usages humains du numérique et aussi repositionner ces usages sur vraiment le caractère le plus indispensable. Enfin, c'est de travailler à une mise à jour d'un premier scénario qui avait été évoqué par The Shift Project en 2018 dans un rapport qu'ils avaient publié. Et enfin, c'est travailler à convaincre les DSI, notamment des entreprises les plus importantes, sur la pertinence de cette démarche de sobriété. Parce qu'apparemment, sur cet enjeu, c'est pas encore gagné. Voilà. Alors, là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, nous, à notre niveau, c'est une vision selon 3 niveaux d'une partie, on va dire, du sujet à travers le premier niveau auquel on est tous un peu confrontés, c'est la production des contenus et la production des données. Et ensuite, se poser la question de comment on héberge ces données et donc comprendre un petit peu le contexte des problématiques de ce qu'on appelle l'hébergement des données. Et très en lien avec ça, tout de suite en lien même avec ça, c'est ensuite d'aller découvrir le monde des centres de données et de voir un petit peu aussi qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là pour essayer d'aller sur un niveau, je dirais, d'impact le plus efficient possible. Voilà. Alors, je vais laisser
la parole à notre première intervenante, Hélène de Fairness, de la Scope Fairness, qui va nous parler de production de contenu et de données. Bonjour à tous. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui, le micro est fait, c'est bon. Donc, moi, je suis Hélène Maître-Marchois. Je suis cofondatrice d'une coopérative qui s'appelle Fairness. On a 5 ans maintenant. On est une dizaine de coopérateurs. Ça fait depuis le démarrage de la coopérative qu'on travaille sur des concepts d'éco-conception de services numériques et plus largement, alors il y a l'éco-conception, mais l'éco-conception, c'est une partie de tout ce qu'on appelle le numérique responsable. Donc, on travaille avec cette façon de faire et en tout cas d'envisager les produits numériques sur lesquels on travaille depuis le démarrage de la coopérative. C'était déjà le cas quand on était en agence avant, puis on a transformé l'agence en coopérative par la suite. On travaille donc sur différents types de technos que je vous ai cités là, mais c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais vous présenter et vous faire passer comme message aujourd'hui, effectivement, c'est que aujourd'hui, comme le disait Gustavo, l'impact principal du web vient des fabrications des terminaux utilisateurs. Terminaux parce que en fait, on change trop facilement et trop rapidement de téléphone, par exemple, on change d'ordinateur tous les 2 ans, voilà, tous les 3 ans, et on n'en change pas parce qu'il ne fonctionne plus. Parce que, en fait, je sais que vous gardez vos téléphones et que vous en avez tous, on ne sait jamais, ça peut servir et vous gardez vos anciens devices. Donc, en fait, ils fonctionnent toujours. Ça arrive parfois qu'ils soient cassés, mais en général, ils fonctionnent toujours. On en change parce qu'ils rament. Et pourquoi ils rament? Ils rament parce qu'ils chargent des contenus qui sont trop lourds, des applications qui sont mal codées ou en tout cas pas faites pour être le plus efficientes possible et qui forcent un petit peu au changement de device et qui nous poussent, alors certes, le marketing aussi qui pousse à la consommation, hein, c'est sûr, mais de fait, c'est souvent des contenus qui sont trop lourds et mal exécutés, des applications qui changent, qui tournent en tâche de fond, qui fatiguent les téléphones et aussi certaines qui ne font pas très attention à la rétrocompatibilité des changements de version et qu'au bout d'un moment, ah bah finalement, votre version n'est plus à jour, donc débrouillez-vous, changez de téléphone, sinon vous ne pouvez plus accéder à votre appli bancaire ou autre. Et on s'est rendu compte, en fait, finalement, quand on regarde un petit peu, notamment vos stats et les analytics, que à peu près, si vous devez garder un chiffre, c'est 50% du web ne sert à rien. Moi, quand j'arrive sur des projets et qu'on me dit oui, le numérique responsable, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire et tout, je dis bah, déjà commencer par tailler dans le gras, ça peut être un bon point de départ. En fait, on se rend compte souvent qu'il y a 45% à peu près des pages qui ne sont jamais utilisées. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Quand vous avez vos analytics qui montent, en fait, il n'y a pas de visite sur à peu près 45% des features et des fonctionnalités qui ont pu être intéressantes à un moment, qui ne le sont plus, donc plus adaptées aux usages et aux besoins des utilisateurs, ou qui n'ont finalement jamais été, parce que parfois, et c'est souvent le cas quand j'interviens chez les clients, les envies d'un client qui ont des idées ne sont pas finalement exactement en phase avec les besoins réels des utilisateurs. D'accord? Et alors, on a après 70% des features qui sont souvent pas essentielles, qui, si on réfléchit un petit peu à l'architecture et à la façon dont on veut travailler, pourraient être réduites et facilement mixées ou mutualisées sur d'autres pages. Et finalement, on pourrait réduire drastiquement la volumétrie du service pour réussir quand même à satisfaire un besoin utilisateur. Donc ça, c'est la première chose, éliminer l'inutile. Deuxième chose, quand on a enfin taillé dans le gras et qu'on garde un petit peu la substantifique moi du besoin, optimiser les ressources qui sont nécessaires pour faire fonctionner le service. Quand on a défini ce qu'on voulait garder, on essaye d'optimiser ce qu'on garde. Aujourd'hui, on a, mais en 5 ans, on a vu exploser le nombre de requêtes qui partent dans tous les sens parce qu'on ne sait jamais, on prend des datas, ça peut servir et tout ça. Pourquoi faisons-nous ça, en fait? Parfois, on demande et le client ne sont pas hyper clairs sur les raisons fondamentales de la captation de certaines données. On a des choses qui, oh, on ne sait jamais, ça peut servir, Imhotep, voilà. En fait, non. Enfin, si vous ne savez pas pourquoi vous captez certaines de ces données, soit vous ne les captez pas, soit vous essayez d'en trouver un usage. Et si on n'en trouve pas, on ne les prend pas, en fait. Pourquoi est-ce que justement cette multiplication, et moi souvent j'ai une réponse, c'est parce qu'on peut. On peut parce que les capacités des ordinateurs, les capacités des téléphones actuels font qu'effectivement, on peut leur faire tourner des choses très lourdes parce qu'ils ont aujourd'hui la capacité.
les dernières versions. Le seul problème, c'est que, comme vous l'a dit Gustavo, ça a un énorme impact sur l'environnement d'avoir des machines hyper puissantes. Et surtout, et ça, Gustavo ne vous l'a pas dit, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin des ressources, à l'épuisement de ces ressources. Les ressources minières, typiquement, on parle de capacité d'accéder au cuivre, par exemple, sur 2030, on va être en galère pour récupérer du cuivre. L'indium, c'est à peu près la même chose. Alors, l'indium, c'est les couches fines que vous mettez sur votre téléphone. Si vous avez juste le verre, c'est une fenêtre. Et si vous mettez une couche fine d'indium, ça devient un écran tactile. Bon, ben, l'indium, c'est pareil. Si 2030, on va galérer pour en trouver. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les ressources minières qui sont hyper polluantes, c'est on gratte les montagnes et on pourrit des sites qui sont inexploitables pendant des dizaines de milliers d'années derrière, parce que les produits chimiques, voilà, tout ça, donc ressources abiotiques, biodiversité, tout ça, on oublie. Mais pour l'instant, on gratte les montagnes et on y arrive. Quand on dit on arrive à la fin des ressources accessibles, c'est que du coup, si on va continuer à essayer de chercher du cuivre, il va falloir soit exploser les montagnes, aller les chercher très très profond, soit aller les creuser au fond de la mer, soit voilà. Donc en fait, c'est les ressources accessibles, c'est tout ce qui est accessible là, on arrive à la fin. Et si on veut continuer sur cette lancée-là, il va falloir faire exploser les choses et aller chercher, aller beaucoup plus loin, donc beaucoup plus d'énergie, donc beaucoup plus cher. Donc on arrive quand même sur la fin de l'âge d'or des ressources accessibles. Et donc typiquement, optimiser les ressources nécessaires, ça veut aussi dire allonger la durée de vie des terminaux utilisateurs. Donc, passer des pages web, par exemple, de 500 kg à 2 mégas pour à peu près le même type de service, juste parce qu'on peut le faire. Et donc, du coup, on charge parce que, voilà, on ne sait jamais, ça peut servir. On ne fait pas forcément gaffe à optimiser les ressources. On ne fait pas forcément attention au fait que ça va faire ramer les terminaux utilisateurs de charger vos services. Et bien, finalement, ça participe quand même à la fatigue de ces terminaux, renouvellement beaucoup plus important. Et donc, l'air de rien, à la production qui est en ligne droite, parce qu'effectivement, on a à peu près 95% des ressources qui ne sont pas recyclées. Donc, on n'a que 5% de possibilité de recyclage. Pourquoi? Parce que la miniaturisation des terminaux fait que tout est collé et qu'on n'arrive pas à, une fois qu'on n'utilise plus un téléphone, à sortir le cuivre, l'or, les zinc, les machins, les différents éléments nécessaires pour son fonctionnement. Et donc, du coup, on baigne, ou alors vous les gardez, parce qu'en fait, vous avez tous des déchets numériques chez vous. Vous savez, dans le bocal avec tous les chargeurs qui chargent, on ne sait plus quoi, ou des téléphones, on ne sait jamais ça peut servir, ou des trucs que vous ne savez pas. Ça, c'est des déchets numériques qui, du coup, sont produits en ligne droite et qui ne servent plus aujourd'hui. Et donc, du coup, ce que j'essaye de faire, une fois qu'on a essayé d'optimiser les ressources, de n'avoir que le strict minimum, et que j'ai quand même des clients qui me disent il faudrait réussir à quand même développer de nouvelles fonctionnalités, ou j'arrive aussi parfois sur des nouveaux produits où on me dit on fait quelque chose de nouveau, mais on voudrait que ce soit du numérique responsable. On se concentre sur l'essentiel du besoin utilisateur. Et pour ça, le travail de PO, je prêche pour ma paroisse forcément, mais du UX designer aussi, les designers qui sont autour de user experience, qui travaillent vraiment sur la recherche du besoin et comment adresser le plus rapidement possible le besoin utilisateur. Et pour moi, l'axe qui nous permet d'avancer le plus rapidement vers quelque chose de sobre et d'efficient. Comment on fait ça? On fait des entretiens, on essaye d'affiner la chose pour avoir quelque chose de plus rapidement accessible et de faire en sorte que le numérique, c'est ce que disait Gustavo en introduction, retrouve sa place d'outil et que le numérique ne soit pas une fin en soi. En tout cas, le numérique responsable, c'est vraiment ce qu'on défend, c'est de dire que le numérique a une utilité, parce que sinon on sera parti élever des chèvres dans le Larzac. Donc je pense que le numérique peut nous aider à gérer cette transition et à servir d'outil pour notamment tout ce qui est tâches ingrates, automatisation des choses, faire gagner du temps de cerveau disponible à tous nos utilisateurs. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. Et donc l'objectif, pour moi, une bonne appli, c'est une appli que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'utiliser. C'est-à-dire qu'ils passent sur le truc, ils récupèrent l'info dont ils ont besoin, ça a duré 3 minutes, paf, et ça a juste été quasiment transparent dans leur journée. Ils disent, ah bah tiens, c'est rapide, paf, paf, c'est donc l'information dont j'avais besoin pour continuer à avancer dans ma journée. Et donc l'objectif du numérique responsable, et en tout cas la façon dont on travaille, c'est vraiment de s'adresser aux justes besoins, creuser le besoin des utilisateurs, s'adresser le plus rapidement possible aux utilisateurs, et surtout ne pas leur faire changer de device pour utiliser le service. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi dans le chat. Je passe la parole à ceux qui hébergent ce qu'on produit.
Merci Hélène. Du coup, j'ai arrêté le partage écran parce que c'est Olivier, notre deuxième intervenant au titre de Beerstech, qui va nous parler de l'hébergement. Voilà, Olivier, je te laisse partager ton Alors écran. normalement c'est fait. Est-ce que vous pouvez réagir positivement ou négativement si vous voyez l'écran partagé? Voilà, je vois des pouces qui Alors, se lèvent. Très bien. Je te laisse enchaîner. eh ben merci, merci Hélène. C'est exactement l'idée, enfin c'est la logique, hein. Hélène vous a parlé des terminaux clients, des ordinateurs que vous possédez, etc., etc. Mais évidemment, le code fourni par Hélène pour faire votre magnifique site et votre applicatif, il faut bien qu'il tourne sur des machines. C'est là qu'entre en jeu l'hébergeur infogéreur. Alors l'hébergement, c'est le fait d'avoir des machines. Et infogéreur, c'est le fait qu'on s'occupe des machines. Bah oui, parce qu'en fait, un site, même quand il a été écrit, doit être entretenu. Principalement, les machines en dessous doivent être entretenues. Et c'est là que Beerstech intervient. Alors, qui sommes-nous? Alors déjà, nous sommes une scope. Nous travaillons uniquement avec des logiciels libres. Alors, je vous inviterai, c'est un autre sujet, je vous inviterai à aller voir, mais ça a un certain rapport avec un, un développement éco-responsable, puisque les logiciels libres, c'est des logiciels qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas faits par des boîtes que vous devez payer. Vous verrez, alors c'est un autre sujet, mais ça sert aussi. On existe depuis 2004. Joyeux anniversaire, puisqu'on vient d'avoir 20 ans. Et principalement, le résumé de notre travail, c'est de concevoir et de gérer des infrastructures critiques. Dans notre cas, les infrastructures critiques, c'est les infrastructures qui supportent votre site web. Alors pour ça, on est obligé de faire tout un tas de prestations. L'hébergement et l'infogérance, c'est ce que je vous expliquais. Évidemment, toutes les technologies que Hélène et ses collègues vont pouvoir utiliser, nous devons être au point sur comment on les héberge. Donc ça comprend une énorme veille technologique. Nous vendons certains produits, y compris en SAS. Alors c'est des produits qui en général ne sont pas à la la destination de tous les acteurs, mais par exemple, des gens comme la boîte d'Hélène vont vouloir de ce genre d'objets, comme des GitLab. Et à partir de là, nous allons pouvoir les aider à mettre en place le site web qu'ils vont réaliser pour vous. Ça, c'est habituel, c'est pour vous montrer qu'en gros, alors nous avons un ensemble de clients qui n'est pas énorme, mais qui est très très large, qui va des entreprises qui font des sites web. Il y en a quelques-unes là-dedans, des gros comptes comme certaines banques, des gros acteurs institutionnels comme la SNCF, mais aussi des associations comme Reporters sans frontières. En introduction, j'ai envie de vous dire que c'est l'intérêt des scopes. Chez nous, du moment où on a mis en place une vraie démocratie dans la gestion de Beerstech, l'écologie est un sujet qui est apparu immédiatement. Évidemment, on est dans une position un peu étrange, comme le rappelait Hélène, on consomme des choses extrêmement précieuses. Vos sites web vont tourner sur des serveurs qui sont faits avec des matériaux précieux, qui nécessitent tout un tas d'énergie. Et donc, quand on est un hébergeur infogéreur et qu'on laisse la parole à ceux qui travaillent vraiment sur les machines, on s'aperçoit que immédiatement, la question de comment on rend ça gérable dans le futur, comme le disait Hélène, on n'a pas été élevé des chèvres, on trouve que le numérique c'est quelque chose de bien, mais on est bien obligé de se poser rapidement des questions d'écologie, en fait, tout de suite. On va être clair, la plupart des clients qui viennent voir Beerstech, qui est donc une petite scope qui affiche ses volontés écologiques, sont déjà des clients convaincus de la nécessité de passer dans des développements durables. Évidemment, toutes les bonnes volontés du monde nécessitent d'être mises en application. C'est là qu'on intervient pour aider, et je vais vous montrer comment, à gérer un peu mieux la consommation de ressources du numérique. La première chose pour gérer, alors ça va vous paraître étrange, mais encore une fois, chez nous, scope, démocratie, veut dire écologie. Mais ça n'est pas seulement une question d'idée, ça n'est pas une question seulement de prétention. Nous avons organisé toute la scope autour de cette question d'efficience énergétique. Comment? Bah, par exemple, je vous parle de chez moi. Je n'ai jamais aucun transport pour aller travailler. Tout est fait en télétravail. Heu, Nous nous rencontrons très, très rarement,
une fois par an. Je parle physiquement. Nous avons évidemment des contacts absolument tous les jours. Encore une preuve que le numérique peut aussi limiter la consommation de ressources. Nous discutons principalement par écrit. Nos échanges vidéo sont réguliers, mais ça n'est pas la norme. Nous échangeons par écrit, ça va plus vite, c'est moins consommateur. Nous avons évidemment des choix d'ordinateurs et de matériel qui vont avec. Et parce qu'il faut bien que je vous donne un chiffre, comme beaucoup d'entreprises en ce moment, nous avons fait notre bilan carbone par employé. Alors, on ne va pas revenir, hein, c'est un chiffre avec une unité, on est d'accord, c'est une estimation. Il faut bien prendre quelque chose. Ce qui nous a intéressé dans le fait qu'on l'a fait, c'est de voir que notre bilan carbone est environ à 2,5 tonnes de CO2 par employé. Il faut que vous compreniez qu'on en est très fiers. Pourquoi? Parce que ça comprend la consommation énergétique de tous nos serveurs. Ce qui fait que nous avons un bilan très très bas pour une société d'hébergement. Je le redis, on en est plutôt fiers. Évidemment, vu que ça compte tous les serveurs, nous avons eu une approche proactive sur comment gère-t-on sur le long terme des ordinateurs, des serveurs. Gustavo le rappelait en introduction, un serveur, c'est 80% des ressources consommées sont à sa construction. Dit plus simplement, c'est vrai pour vos ordinateurs, vos téléphones, mais c'est aussi vrai pour les serveurs en data center. Dit plus simplement, une fois qu'il est construit, il faut l'utiliser. Évidemment, il ne faut pas choisir n'importe quel ordinateur. On s'aperçoit très vite dans l'hébergement que des machines de très haute gamme, avec une bonne concentration de CPU, en gros et en résumé, font plus de trucs pour moins d'énergie. Mais une fois que vous avez choisi ces machines, avec précaution, il faut essayer de les porter le plus loin possible, que ce soit par leur entretien, que ce soit surtout par continuer à les proposer. Adapter, il est évident qu'un serveur bien plus récent est plus puissant. Oui, mais comme le rappelait Hélène, vous n'avez pas toujours besoin d'une puissance absolue. Et il est important, il est nécessaire de pousser les serveurs qui servent à servir tous ces sites web sur Internet le plus longtemps dans leur vie. Comme on le rappelait Hélène, c'est très très difficile de pouvoir les recycler rapidement. Enfin, essayer d'acheter l'électricité, qui est encore à peu près la seule chose qu'on peut vraiment choisir dans un serveur, de manière raisonnable. Évidemment, nous avons des contrats qui nous garantissent 100% d'énergie renouvelable. Et puis là, je vais rejoindre Hélène, puis je vais redire la même chose qu'elle, à mon étage. Pourquoi? Parce que, exactement comme le dit Hélène, mais là, c'est à elle que je parle, c'est plus aux clients d'Hélène, c'est aux développeurs de la boîte au-dessus. La meilleure chose, le truc qui consomme le moins, c'est le truc qui n'existe pas. Donc, il y a un moment, il faut répondre aux besoins. Hélène vous expliquait que répondre aux besoins, c'est répondre aux besoins d'une société qui a besoin de son site web. Il faut que vous compreniez qu'à l'étage de l'infogérance, il y a exactement les mêmes discussions qui vont se mettre en place entre l'infogéreur et les développeurs. Pourquoi? Parce que il y a des tas de choses qui sont très jolies sur le papier, mais qui sont parfois un peu exagérées d'un point de vue ressources. Je vous donne l'exemple de la haute dispo. La haute dispo, c'est vous imaginez, vous avez un magnifique site web, il est très bien codé, il n'y a pas de problème, mais vous voulez que votre site web soit garanti d'être tout le temps en ligne. Il faut bien comprendre que pour un administrateur système, c'est mon métier, tout le temps en ligne, ça a une signification. C'est tout le temps en ligne, même si le data center brûle. On a déjà eu le cas. Hein, on est capable, il est possible de construire un site web qui n'est jamais hors de ligne, même si le data center principal où il est brûle. Pour faire ça, évidemment, excusez-moi, ça va bien, oui. Pour faire ça, évidemment, vous avez besoin d'un volume de ressources en plus énorme. C'est-à-dire que vous aviez un site raisonnable, qui avait les bonnes fonctionnalités, mais parce que vous voulez avoir des garanties absolues, vous allez être obligé de consommer 2-3 fois le volume de machines. Alors, il faut comprendre que ceci est un problème. Pourquoi? Bah, par exemple, la plupart des hébergeurs, contrairement à Beersteak,
gagnent leur sous sur le fait de vous vendre plein de machines. Il faut le savoir, nous, c'est pas notre cas. Ce que l'on vend, c'est notre savoir-faire. Nos machines sont un endroit où on va appliquer ce savoir-faire. Mais donc, nous n'avons aucun intérêt à vous vendre 2, 3 fois plus de machines. Il faut comprendre que ce modèle économique permet d'être raisonnable en ressources, et il est encore malheureusement très rare. Après, il y a toute une question de bon travail. Prendre les choses, ne pas vouloir que son site résiste à un incendie, me paraît raisonnable pour la plupart des sites. Après, il y a la façon dont nous, on va travailler. Nous sommes en 2024, le cloud est la solution classique, les machines virtuelles aussi. Quand vous avez besoin d'une machine avec 4 CPU et 8 Go de RAM, comme pour votre laptop, maintenant, on peut changer le nombre de CPU et la RAM de manière facile, transparente pour les utilisateurs. Évidemment, il faut utiliser ce genre de système pour ne pas avoir à changer de machine à chaque fois. D'autres choses dont vous entendrez tout le temps parler dès que vous approchez un tout petit peu de l'hébergement de votre site, c'est les systèmes d'auto-scaling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre site est capable de tout d'un coup devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant pour apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de clients. Oui, mais soyons clairs, les sites qui ont besoin d'auto-scaling sont des sites qui passent d'un gros volume de clients à un volume titanesque. Quand vous avez un volume relativement constant, même avec une évolution, ce que je vous souhaite, vers le haut, la discussion de la taille de votre site doit être faite régulièrement. Mais encore une fois, si vous précédez trop la demande, vous cramez littéralement des ressources pour rien. Ça n'est donc pas une idée. Et enfin, et ça c'est là où les administrateurs système des infogéreurs deviennent le cauchemar des développeurs de sites web, c'est que nous voyons si oui ou non les codes sont optimisés. Et évidemment, un de notre métier difficile est d'engager des discussions pour optimiser du code qui malheureusement comment dire? Il faut comprendre que demander à un développeur d'optimiser son code n'est pas une demande gentille, surtout vu d'un infogéreur. Nous avons des métriques qui ne sont pas les mêmes que vous. Typiquement, sur votre site web, ce qui vous intéresse, c'est principalement le temps de réponse. Est-ce que la page va vite? Nous allons regarder le temps de réponse et le rapporter à la puissance de machine qu'il vous a fallu pour obtenir ce temps de réponse. Et c'est là que nous allons discuter. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça n'est pas une optimisation contre l'étape de réalisation du site web, mais c'est une optimisation complémentaire. Et enfin, et c'est là que je vais passer la main, tout ce que nous pouvons faire de plus en tant qu'infogéreur, hébergeur, c'est de choisir avec soin un data center qui respecte des normes d'éco-conception. Excusez-moi, j'ai raté le mot. Des normes écologiques raisonnables. Et Gustavo a disparu. Ok, merci. Bah, je réapparais comme un magicien. C'est la magie du numérique parfois. Merci Olivier pour cette présentation. Je vais céder, on va céder la parole à Nicolas de la société Equinix qui va nous parler justement de ce métier des data centers. Voilà. Je vais repartager mon écran. Si tu veux, Gustavo, je peux partager le mien aussi, comme ça je pourrais avoir la maîtrise des slides comme tu préfères. Bah, si tu veux. Si tu veux, moi, Hein, ça me permet de finalement, je me suis dit suivre que un ça petit serait peu s'il y a pas. des échanges ou des Ouais? questions. Alors, vas-y. Ok. Allez. Hop, vous voyez tous mon écran. Si c'est bon pour vous, super. Je pense que je peux y aller. Ça marche. Donc, je m'appelle Nicolas Divin. Je suis chez Equinix depuis quelques années. J'ai fait quelques boîtes dans le numérique, des grosses entreprises, principalement américaines et aussi françaises dans l'industrie du paiement, donc, mais toujours autour du digital. Et effectivement, depuis 10-15 ans, on a une espèce de transformation digitale, des vagues d'innovation qui arrivent de manière successive avec ces 2 ou 3 dernières années. Alors moi, je vais vous parler plus d'un côté
ce qui est mon quotidien d'un côté plus industriel, entre guillemets, de ce qu'on voit sur le marché des grandes entreprises, mais qui a un impact non négligeable sur cette problématique du numérique responsable. Et ça fait, on va dire, sur le marché, 3 ans que la problématique du développement durable arrive gentiment à s'intégrer de manière pérenne dans les cycles de décision et en tout cas dans les cerveaux des dirigeants des grandes entreprises. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, l'Europe a ceci de vertueux dans ses réglementations qu'elle a poussé un certain nombre de choses. Pour une fois, la réglementation peut être vertueuse, qui contraint, en tout cas, qui dirige ces groupes, plus ou moins gros, à repenser la manière dont ils voient leur numérique responsable, avec un certain nombre d'éléments contraignants, mais aussi incitatifs, sur la partie financière, qui vont potentiellement impacter leur capitalisation, etc., etc. Sur des entreprises de taille plus petite, on va dire, l'intérêt, c'est effectivement de s'intégrer dans ce cycle vertueux du numérique. Et nous, en tant qu'acteurs opérateurs de data center, donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce qu'est le data center, on a un rôle clé à jouer aujourd'hui sur cette partie-là pour à la fois accompagner le consommateur final et nos clients. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui, tous les usages du numérique passent par le data center. Alors là, vous avez un petit nuage, mais le cloud, au final, n'est qu'un data center. Les hébergeurs que vous pouvez connaître, les gros clouds américains, les clouds européens, les clouds souverains, etc., ne sont que finalement des serveurs dans un data center avec de la connectivité autour qui vont aller alimenter un certain nombre d'usages, que ce soit des plateformes de streaming, vos consoles de jeux, vos outils de productivité open source ou non, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui cet impératif, effectivement, de faire passer tout ce trafic dans des lieux qui sont adaptés pour à la fois gérer le transfert des informations, le stockage et potentiellement le traitement également des informations avec ce qu'on appelle le compute, par exemple, pour aller faire de l'édition vidéo, de louer du temps de processeurs vidéo, de GPU, etc., pour pouvoir être dans une démarche un peu plus mutualisée. Donc aujourd'hui, un data center comme Equinix, on est une société américaine qui avons à peu près 270 data centers dans le monde. Donc on est un gros du secteur. On a 90% du trafic Internet qui passe chez nous et à peu près la moitié du trafic des gros cloud providers qui sont hébergés aussi et qui passent par nos tuyaux. Faut bien imaginer qu'un data center, c'est un hôtel dans un aéroport. Pourquoi je dis ça? Un hôtel parce qu'effectivement, on va héberger l'infrastructure de nos clients. Donc, on va héberger potentiellement une baie serveur qui peut appartenir à un Beersteak ou à un SNCF, La Poste, etc. et qui va aller se connecter à des acteurs télécoms, des opérateurs de télécom qui vont aller relier les différents data centers entre eux, qui vont aller relier un data center avec une tour 5G ou 4G pour aller derrière alimenter l'utilisateur commun. Donc, on est vraiment cet hôtel où les acteurs vont se retrouver pour aller positionner leur infrastructure. Derrière, on est aussi un aéroport, sachant qu'on va devoir offrir de la connectivité pour que toute cette information rentre et sorte du data center. Donc, comme je disais, on a beaucoup d'opérateurs télécoms qui sont présents dans les data centers. Et pour nous, c'est, on va dire, le centre névralgique en fait, de l'opérationnel. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir ce qu'est un data center. Moi, je suis arrivé en plein Covid chez Equinix en février 2021. Et donc, pendant un an, j'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds dans un data center. Moi, je venais d'un monde complètement différent. C'était une petite lacune. Et donc, j'imaginais pas en fait la machine qu'il y avait derrière et ce qu'il fallait effectivement mettre en place pour faire tourner une vidéo sur un de vos smartphones, par exemple.
Euh, et donc le data center, typiquement, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une de nos installations sur Saint-Denis. C'est un grand bâtiment, un grand hangar. Alors aujourd'hui, on a effectivement dans la phase de conception de nos bâtiments, je vous le montrerai, des éléments un petit peu plus éco-durables et en tout cas d'éco-conception un peu plus poussée. On a deux manières de voir le data center aujourd'hui en termes d'urbanisme et je pense que c'est important de le mentionner. La première qui est la réutilisation de bâtiments existants. Donc on a des contraintes, nous, dans l'industrie, structurelles. Un serveur, ça pèse lourd et il faut qu'on ait des bâtiments qui puissent supporter le poids du serveur. Un bâtiment, ça brûle, comme le disait Olivier tout à l'heure, donc il faut qu'on s'assure qu'en fait les bâtiments soient adaptés aussi à pouvoir accueillir un équipement qui soit à la fois de l'électricité, qui chauffe, mais aussi de l'eau, parce que finalement un data center, c'est aussi de l'eau pour de multiples usages, pas uniquement pour le refroidissement et on va dire les ventilateurs, etc., mais on a besoin effectivement d'eau dans un data center. Donc on a cette première partie qui est de réutiliser. Donc on a sur Pantin utilisé un ancien centre de tri postal qu'on a réaménagé pour un usage industriel sur cette partie-là. Et puis sur Saint-Denis aussi, on a fait de la réutilisation de bâtiments industriels qui étaient un peu à l'abandon et qu'on a refité. Et puis après, on construit de nouveaux bâtiments. Et la construction de nouveaux bâtiments, ça veut dire quoi? Ça veut dire des contraintes fortes en termes d'éco-conception. On travaille avec des groupes du BTP qui ont de fortes contraintes en termes d'utilisation de béton vert, par exemple, hein, qui ont des empreintes carbone moins importantes que le béton traditionnel. Dans l'éco-conception du design du data center, à favoriser un certain nombre de technologies et on va dire de design de conception, hein, tout simplement, de favoriser ce qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire de pouvoir avoir des circulations d'air dans les bâtiments qui permettent de refroidir sans avoir à mettre en place des systèmes de refroidissement qui consomment de l'électricité et potentiellement de l'eau aussi. Donc, on a toute cette phase en amont qui rentre en compte dans la conception du bâtiment. Alors, concrètement, un bâtiment, un data center, c'est quoi? On s'imagine souvent plein de trucs. Et en fait, là, vous avez une photo d'une des salles de notre data center de Saint-Denis. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup d'espaces vides qui sont très aseptisés, relativement bruyants, avec une température d'à peu près 24 degrés. Alors, je vous fais un petit peu le cheminement pour que vous ayez une idée, que vous puissiez un peu vous mettre dans l'ambiance. Alors, vous voyez ces cages grises un petit peu sur les côtés. Là, c'est les cages, effectivement, où on va recevoir nos clients. Donc, on a dans un data center différents niveaux de sécurité. Il y a quelques années, on voyait ça comme un coffre-fort. Aujourd'hui, on s'ouvre un petit peu plus pour essayer de faire comprendre ce qu'on met dans ces bâtiments. Et dans ces cages grises, ben, on va retrouver à la fois des couloirs avec des serveurs, des équipements électriques. Et ce que vous pouvez voir au-dessus, des passages de câbles, sachant que dans un data center, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de câbles. Et que ça, c'est une grosse contrainte pour nos équipes, c'est de savoir qui est relié à qui. Euh, mais c'est aussi la demande du marché qui est de dire, bah, finalement, vous avez un site qui est sur un des serveurs et qui va aller se retrouver sur un de ces câbles, passer sur un patch panel, se retrouver dans la cage d'un opérateur télécom, partir sur Internet et après atterrir sur vos différents devices. Excusez-moi. Alors, une fois qu'on a dit ça, le data center, c'est effectivement un outil industriel qui sert l'usage du numérique. C'est un gros entrepôt du numérique. Donc, on va avoir un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir verdir. Nous, on a, depuis une dizaine d'années, engagé un certain nombre de chantiers pour pouvoir réduire alors d'une part nos émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est quand même un élément qui est assez important dans l'industrie et pour nous. Donc, sur cette partie-là, depuis 2019, on a augmenté notre parc de data centers d'à peu près 30% et on a diminué nos émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 24%. Donc, c'est quand même non significatif. Enfin, ce qui est quand même très significatif parce que ça veut dire qu'on arrive à être beaucoup plus efficient dans la réutilisation des éléments qui sont présents dans ces outils industriels pour aller, on va dire, aller supporter une tendance
dans le digital qui, malheureusement, aujourd'hui, on le voit, n'est pas forcément tiré vers le bas. Alors, on essaie de faire moins avec plus. Il y a des efforts qui sont faits dans la filière, mais c'est pas toujours évident. La consommation électrique du data center, elle augmente. On parlait tout à l'heure, effectivement, des équipements qui sont de plus en plus efficaces, en tout cas, qui ont des puissances de calcul beaucoup plus fortes. Je vais vous donner un exemple qui est plutôt d'actualité. C'est quand on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est peut-être des choses qui sont assez loin de vos préoccupations, mais quand vous imaginez un chat GPT, un Gemini ou des choses comme ça qui sont en train de prendre une grosse part, on va dire, du théâtre numérique aujourd'hui dans nos vies numériques, ça fonctionne avec des équipements, des GPU qui sont de plus en plus gourmands. Donc un GPU aujourd'hui, ou hier, qui consommait, on va dire, 400 watts, aujourd'hui consomme 1200 watts pour le même équipement. Alors, c'est x3 en termes de puissance électrique. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est x30 en puissance de calcul. Donc, il y a une ligne de crête sur laquelle il faut faire très attention, de se dire, ne cédons pas à la tentation de vouloir faire plus lourd et en étant plus feignant sur la manière dont on gère effectivement nos codes, nos infrastructures, etc., parce que l'équipement est plus puissant. Non, ce qui veut dire, et quand on en discute avec certains acteurs aussi de la filière, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire, on va dire, 10 fois plus avec la même puissance de calcul. Donc, de réduire l'empreinte des équipements informatiques dans un data center, et ça, c'est une tendance qu'on appelle la densification des infrastructures. Donc, on voit de plus en plus aujourd'hui que les entreprises, alors il y a encore la question du tech refresh, hein, donc du rafraîchissement des matériels, de savoir est-ce qu'on fait durer plus longtemps ou est-ce qu'on rafraîchit pour avoir des matériels qui sont plus efficients et plus densifiés. Ça, c'est une vraie question que se posent les acteurs industriels aujourd'hui, qui n'a pas été forcément tranchée. Il y a des pour et des contre des deux côtés, en tout cas chez les gens avec qui on discute. Par contre, il y a quand même cette tendance de densification. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire plus avec moins et qu'on va avoir beaucoup plus d'espace disponible. Donc, en termes d'urbanisme, l'empreinte au sol d'un data center dans les années à venir va sûrement diminuer. Donc, ce qui est plutôt bon pour, on va dire, pour les communautés environnantes. On arrive aujourd'hui également à avoir un certain nombre de catalyseurs qui vont nous aider à mieux engager cette transition vers le numérique responsable. Je vais donner quelques exemples. La première, c'est que sur l'approvisionnement électrique, aujourd'hui, on fonctionne, en tout cas nous chez Equinix, beaucoup avec à la fois de l'achat d'énergie verte auprès de fournisseurs traditionnels, mais aussi d'investissements dans ce qu'on appelle les contrats d'achat d'énergie, donc en anglais c'est les PPA, les Power Purchase Agreements, avec des entités qui fournissent de l'énergie renouvelable, solaire et éolien. On fait beaucoup de solaire en Espagne, on fait beaucoup d'éolien en France aujourd'hui. Donc, on essaie de capitaliser sur effectivement cette capacité que nous donnent les plans d'énergie renouvelable pour justement aller alimenter nos data centers sur cette partie-là. Donc, ça, c'est la partie entrée. Sur la partie ressortie, un data center, ça chauffe, ça émet effectivement de la chaleur et du gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec les communautés, en tout cas urbaines, et les municipalités avec lesquelles on travaille. Ce qu'on a fait à Saint-Denis, notamment, c'est de réutiliser la chaleur des serveurs pour aller alimenter les zones urbaines qui sont environnantes. Donc, à Saint-Denis, typiquement, on a un tuyau qui sort de notre data center et qui va aller chauffer la piscine olympique et à terme aussi 1600 logements environnants avec effectivement la chaleur qui est émise par ces serveurs. Et de plus en plus, on voit qu'effectivement, c'est des initiatives qui sont à la fois demandées par les municipalités auprès des acteurs industriels et mises en place par nous pour justement permettre à nos clients de bénéficier d'infrastructures qui soient le plus éco-responsables possible dans l'état actuel des choses. On a aussi un certain nombre d'initiatives, alors qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont quand même le signe que les choses évoluent un petit peu sur effectivement certains de nos data centers, dont celui de Saint-Denis. On a à la fois une serre de 430 mètres carrés dans laquelle on fait pousser des légumes et des fruits à destination d'associations pour la ville de Saint-Denis.
Et on a aussi un jardin sur le toit d'à peu près 500 mètres carrés qui va accueillir un certain nombre de plantes aromatiques où on laisse un petit peu en friche et des abeilles pour effectivement essayer de contribuer un petit peu au retour d'une certaine diversité, en tout cas de biodiversité sur ces sites industriels. Alors, je voulais finir par vous donner une petite idée de ce que ça peut donner une serre qui fait pousser des tomates et des aubergines sur le toit d'un data center. Ça ressemble à ça. On travaille avec des acteurs comme la ferme de Gali, par exemple, qui vont venir s'occuper de... Parce que nos techniciens, effectivement, bah, ils aiment bien faire déraquer des serveurs, mais par contre, quand il s'agit de faire pousser des tomates, c'est pas forcément les meilleures personnes pour le faire. Donc, on travaille avec des acteurs qui savent le faire. Et derrière, encore une fois, on va alimenter des marchés solidaires aux alentours pour aller redistribuer la production qui, pour le coup, est toute l'année. Parce qu'on va bénéficier de la chaleur du data center pour aller avoir une serre à température constante et qui soit optimale pour aller faire pousser ça. Et ça, c'est une initiative qu'on va essayer de généraliser sur effectivement les ouvertures de nos data centers. Et je m'arrêterai là pour cette petite phase de découverte de ce que nous faisons dans notre univers. Alors, est-ce que la Merci. ferme de Gali est en agriculture bio? C'est une bonne question. Je crois que sur la serre, nous sommes en agriculture bio, effectivement. Après, pour ce qui est de la ferme de Gali, il faudrait que je regarde. Alors pour ça, peut-être que le mieux, ce serait d'aller voir leur site internet. En tout cas, merci à tous les trois pour ces présentations. On va passer au temps d'échange. Il est presque 11 heures. On a une grosse heure devant nous pour échanger. Je vais inviter les participants qui le souhaitent à éventuellement lever la main virtuellement pour demander la parole et nous proposer leurs interventions et leurs questions, y compris des questions très pratico-pratiques si vous les posez. L'idée, on a deux choix possibles, hein, soit faire comme Yves-Marie le propose dans son livre sur le numérique, on arrête tout et on réfléchit, soit sans tout arrêter, on peut réfléchir quand même et surtout mettre en place des choses et agir. Je vois une première main qui s'est levée, Olivier, je vais te laisser la parole. Merci Gustavo. Écoutez, merci à tous les trois pour cette intervention. C'était, ces interventions, elles étaient très très intéressantes. Et en fait, ça va en complément de ce que moi j'ai pu apprendre quand chez Magnétique on a organisé une fresque du numérique, qui, à mon sens, est un prérequis indispensable si on veut s'acculturer à toutes ces questions dont on vient de débattre là. On y apprend plein de choses, notamment sur évidemment la partie des réductions des besoins, sur les économies de fonctionnalité, sur des choses dont on n'avait pas forcément conscience. Voilà, ces fameux téléphones qui dorment dans nos tiroirs et qui finalement contribuent malgré eux en mode passif à faire du mal à la planète. Voilà, c'est plein de choses en tout cas enfin voilà, c'est tout un atelier hyper intéressant et qui rejoint à 100% ce qu'on vient d'entendre là. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite intervention. C'est vrai qu'on a tendance à penser que typiquement les data centers sont de plus en plus nombreux et énergivores, etc. En fait, ce qui est le plus triste pour notre planète, c'est la fabrication des appareils, pas forcément l'énergie qu'on doit consommer pour les faire marcher. Et puis le recyclage qui est pratiquement nul sur l'ensemble de ces appareils. Voilà. Donc évidemment, moins on produit ces appareils, mieux on se porte. Voilà. Merci Olivier. Peut-être d'autres questions. Je vois pas d'autres mains se lever pour le moment.
Moi, j'aurais peut-être une question, hein, très concrètement. Une organisation qui n'y connaît rien, mais qui a une volonté de faire évoluer, par quoi elle démarre? Par où elle démarre? Par nous, je pense. Mais en fait, je pense que l'intervention de Fairness les orientera aussi, voire aller discuter hébergement, infrastructure par la suite. Enfin, c'est vrai que une... en fait, tout dépend si c'est une boîte qui fait du numérique et dont le cœur de métier c'est le numérique, ou si c'est une boîte qui utilise le numérique pour vendre son produit. Souvent, l'avantage que j'ai moi, c'est que j'interviens sur le côté produit, qui est la partie la plus facilement accessible par quelqu'un dont le métier n'est pas fondamentalement le numérique. C'est vrai que le numérique, c'est quand même un outil pour beaucoup de scopes et puis beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et du coup, c'est pas forcément le cœur de métier. Et donc, c'est vrai que les boîtes noires, comme les ont présenté un petit peu Olivier et Nicolas, sont parfois un peu opaques pour certains chez qui on intervient. Et donc, le produit, c'est quand même souvent le premier élément facilement accessible pour les gens. Et puis, c'est surtout celui sur lequel on peut faire le plus, à mon avis, d'avoir le plus d'impact en termes de réduction de l'impact sur l'environnement, notamment parce que la fonctionnalité la plus clean, c'est celle qui n'existe pas, clairement. Donc, on peut toujours essayer de faire les choses le mieux possible derrière. Donc, on a de toute façon trop de choses à héberger. C'est déjà plus compliqué derrière de clean. Donc, je pense que première chose, en fait, pour moi, c'est quand même de vérifier si vous avez vraiment besoin de tout ce que vous mettez en ligne et d'être sûr que tout est pertinent et efficient. Et puis après, une fois qu'effectivement on a la substantifique moelle du produit, à améliorer la façon d'héberger des choses derrière et les flux qui sont liés à notre service. Mais pour moi, la chose la plus facile à prendre en compte, c'est le produit. Après, je renvoie régulièrement vers les copains pour la suite. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut bien voir qu'on vous a fait cette présentation dans cet ordre-là, parce qu'en fait, si vous prenez chacun des 3 acteurs séparément, sa capacité d'action est en fait assez limitée. Pour quelqu'un qui ne fait pas du numérique, nous, on a des tas de clients, ils font du numérique. Mais on en a aussi plein qui viennent à travers des agences comme celle d'Hélène, voire directement, machin, pour travailler ensemble. La réalisation, l'hébergement, le data center, c'est pas des problématiques, c'est des problématiques d'expertise qui nécessitent des structurations différentes les uns des autres. Mais par contre, c'est 3 problématiques qui doivent travailler main dans la main si on veut réussir à faire quelque chose de correct à la fin. C'est pas en fonction d'où vous êtes dans l'échelle là, vous allez rentrer par un des acteurs de la chaîne qu'on vient de vous montrer. Soit vous avez aucun rapport avec le numérique habituel et il faut absolument passer pour Hélène, autrement, c'est les agences qui ont l'habitude de discuter avec un client final. Nous, c'est pas du tout notre métier. On a beaucoup plus d'intérêt à discuter, beaucoup plus d'efficacité à discuter avec les développeurs. Et de la même chose, vous voyez bien qu'en gros, on est 3, chacun discute avec les 2 rangs qui l'entourent, sachant qu'il y a un rang que vous ne voyez pas, c'est le client d'Hélène. Mais oui, il faut commencer par le plus proche de vous et laisser la chaîne se mettre en place en n'oubliant pas que, il faut prendre une agence vertueuse, un infogéreur vertueux et un data center vertueux. S'il y a un des 3 là qui ne fait pas son travail en éco-conception, ça marchera vachement moins bien. Merci. Je vais laisser la parole à Vincent qui avait levé la main en premier et après, c'est Isabelle de Unops qui pourra intervenir. Vincent? Bien. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. C'était une question peut-être plus éthique ou stratégique. Il y a au moins 2 articles que j'ai vus cette année qui annonçaient quand même que l'utilisation de l'IA et des crypto-monnaies, d'après les projections des plus grands acteurs, allait entraîner un doublage des consommations énergétiques des data centers en 2 ans, de 2024 à 2026. C'est d'après donc tout ce qui est annoncé comme engagement, que Facebook, etc. C'est assez
c'est stupéfiant. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des acteurs parmi vous qui ont des positions qui disent clairement, nous, non, on ne travaille pas avec le Bitcoin mining, on ne travaille pas avec l'IA, ça n'est pas acceptable comme modèle, ou c'est Je- discutable. c'est toujours discutable. Je vais prendre ce point, moi, côté opérateur de data center. Aujourd'hui, le modèle que l'on a, c'est qu'effectivement, nous, on fournit à nos clients, on peut imaginer qu'on est une société de location immobilière. Donc, on fournit soit un logement nu, soit un logement meublé. Et effectivement, quand on fournit de l'espace à un client, on n'est pas nécessairement tenu de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, effectivement, on a une certaine capacité sur un site donné. Paris, par exemple, un des sites sur Saint-Denis, on est sur 10 mégawatts pour la totalité du site. Bah, si un client prend 4, finalement, ce sera au défaut des autres clients qui auraient peut-être voulu prendre la même ou une partie de cet espace. Donc, premièrement, on n'a pas effectivement cette capacité à choisir l'utilisation que font nos clients. Après, ces gros acteurs qui font de la crypto-monnaie, etc., souvent vont construire des infrastructures propres on-prem dans des endroits à faible connectivité, mais qui leur permettent d'avoir beaucoup de courant, etc. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu en dehors du contrôle d'acteurs, on va dire, institutionnels. Ou pour les gros qui se sont dégagés ces dernières années, effectivement, bah, nous, on ne les voit pas forcément, malheureusement, passer chez nous. Il y en a beaucoup qui passent dans les cloud providers. Des cloud providers, on peut les citer, hein, des AWS, Google, Microsoft, etc., sont des gros constructeurs aussi de leurs propres infrastructures et jouent un peu avec leurs règles aussi, hein. Donc on a vu Microsoft qui allait construire un méga site dans l'Est de la France et investir 4 milliards d'euros pour des problématiques d'intelligence artificielle. C'est des acteurs qui vont aller surfer sur cette tendance pour capter du trafic et de l'utilisateur. C'est là où je pense qu'effectivement la tendance, elle est dans les mains de l'utilisateur, hein. Moins on aura d'utilisateurs sur ces problématiques de crypto-monnaie, d'IA, etc., moins il y aura de besoin. C'est vraiment un cercle vicieux d'offres et de demandes. Et tant que la demande est en croissance, bah, finalement, ces infrastructures arriveront euh, à se dégager d'une manière ou d'une autre, plus ou moins vertueuse. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on veut contrôler un petit peu la croissance de ces infrastructures ou pas. Donc c'est une question qui est un petit peu jeune dans nos têtes. Nous, en termes d'industriels, aujourd'hui, on n'a pas assez de recul en fait pour pouvoir effectivement juger correctement. Alors, moi, je peux parler du cran du dessus. À Birtech, l'IA n'est pas une question. C'est-à-dire que c'est pas une question, il n'est pas dans notre cœur de métier. Alors, je vous ai, tous les infogérants vous répondront pas ça, hein. Mais pour nous, c'est un non-sens absolu d'utiliser de l'IA dans notre métier. Pourquoi? Parce que pour nous, en fonctionnement, ça n'a strictement aucun intérêt. Toutes les études qui ont été faites sur ce qu'on appelle en ce moment l'IA, vous m'excuserez, hein, ça a été ma spécialité d'études, ça ne l'est plus du tout. Mais quand même, sachez-le, ce que vous appelez une IA en ce moment est une IA sémantique. En résumé, elle sait parler. C'est tout. Nous, une IA qui sait parler en infogérance de serveurs, ça sert à rien. Et en ce qui concerne nos clients, les 2-3 qui ont essayé de nous en parler ont été reçus avec uniquement des chiffres sur la consommation de la chose et l'intérêt est relativement nul, pour nos clients en tout cas, de poser ce genre d'outils au milieu de leur site. On n'a pas de clients que ça intéresserait. Je doute qu'on accepterait, je sais qu'on n'accepterait pas de monter la puissance pour avoir de l'IA chez nos clients. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Chez nous, démocratiquement, c'est quelque chose qui ne passerait pas. On orienterait évidemment notre client vers d'autres acteurs en l'aidant à faire un choix intéressant et éco-responsable, mais on considère que IA n'est pas éco-responsable et que donc chez nous, c'est pas quelque chose qui a sa place.
Si je peux juste rebondir sur les 2-3 questions sur Google et les litres d'eau, etc. Donc ça, on peut débattre des heures et des heures sur les consommations d'eau des gros hyperscalers sur l'IA. Aujourd'hui, il y a quand même des technologies qui sont mises en place et qui émergent, notamment avec le refroidissement liquide directement sur les chipsets. Alors pour rentrer un peu dans la technique, hein, on ne va pas aller refroidir les salles, mais on va aller refroidir les serveurs avec des circuits fermés, qui fait qu'en fait, on est sur des consommations assez limitées en eau aujourd'hui. Le problème de cette technologie, c'est que c'est de l'investissement, c'est de l'argent, c'est cher, beaucoup plus cher que les technologies qui consomment beaucoup plus. Et donc, il y a une volonté, il faut qu'il y ait une volonté des industriels de mettre un petit peu plus au pot pour aller vers ce type de technologie un peu plus vertueuse. Maintenant, ça ne règle pas le problème, effectivement. Merci pour ces réponses. Isabelle, je te laisse prendre la main pour poser ta question ou faire ton intervention, sachant que la question qu'a posée Lisa concernant la fresque du numérique, Hélène y a gentiment répondu par écrit. Ok, bonjour à tous. En fait, bon, alors je suis Isabelle Jousselin de la Scoponops. Donc, on a 22 ans aujourd'hui. On travaille avec Equinix. Nous, on est producteur de solutions web, donc sites et applications web en général accessibles. C'est notre, c'est notre credo depuis notre naissance et donc, évidemment, on a embrayé il y a pas mal de temps sur la démarche d'éco-conception. En fait, bon, ma question, elle était en lien avec la question de Gustavo il y a pas mal de temps. Donc, du coup, ça arrive un peu tardivement. Mais c'était un peu pour rebondir sur et la question de Gustavo et aussi ce qui a été dit par Nicolas. Donc c'est sur, je m'interroge un peu sur la réalité ou comment vous voyez la réalité commerciale ou en tous les cas l'existence de réelles demandes sur du numérique responsable aujourd'hui. Alors c'est clair qu'on ça frétille un petit peu depuis, on va dire, 5 ans. Ça s'améliore. Il y a un peu plus de sensibilité au sujet et on l'a vu par les services publics. Comme le soulignait tout à l'heure Nicolas, il y a les grosses structures et le service public qui s'est un peu saisi du sujet. Les attentes, la priorisation, interroger l'utilité des fonctionnalités, revisiter tout ça. Enfin, c'est notre quotidien, donc je connais très, très bien. Mais voilà, est-ce que d'un point de vue commercial, vous trouvez que enfin, d'un point de vue, réalité, de projet, que ça avance, ou pas dans ce sens-là? Pas assez vite. Ouais, alors peut-être pas assez vite. Nous, aujourd'hui, on a pris le parti vraiment de ne faire que du numérique responsable avec l'intégralité de nos clients. Et je trouve que ça arrive quand même beaucoup dans les appels d'offres aujourd'hui. En tout cas, cette mention-là. C'est vrai que c'est pas mal les services publics, pas que. Enfin, il y a une vraie sensibilité. Alors après, le truc, c'est que la sensibilité, le fait de dire oui, d'éco-conception, voilà. Moi, je le vois arriver quand même dans des appels d'offres chez des clients. C'est parfois un peu compliqué une fois qu'on fait la mise en œuvre et qu'ils comprennent qu'il y a quand même des choix à faire. Et poser un petit peu des choses quand je leur dis ah oui, bah, on va pas pouvoir faire un couteau suisse, les gars, hein, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Oui, non, mais si, ça serait essentiel. Non, d'après ce que j'ai vu chez les utilisateurs, ça ne l'est pas. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité qui commence à être grandissante. Je te rejoins totalement sur les services publics. Et je pense que en fait, le côté légal, un petit peu avec l'arrivée du RGESN, le RG2A, tout ce qui est référentiel. Donc, du coup, vous avez les 3 référentiels. Donc, c'est RGPD, RG2A et RGESN
qui sont en fait les 3 référentiels qui structurent un petit peu ce qu'on appelle le numérique responsable. Les 3 piliers, c'est donc les questions d'accessibilité, comme en parlait Isabelle tout à l'heure, la question d'éthique des data. Donc, on rejoint aussi un petit peu la question de Vincent, et la question de l'éco-conception. Mais l'éco-conception, en fait, c'est un des piliers du numérique responsable qui est plus large et qui notamment s'adresse au rapport du numérique avec la société finalement, et donc les questions d'accessibilité et de data sont importantes à prendre en compte aussi pour le numérique responsable. Je pense que en fait, les gens se rendent compte qu'ils veulent travailler proprement. Les gens ne sont pas forcément assez acculturés à ce que ça veut dire pour le faire dans les faits. Donc, je te rejoins. Je ne suis pas totalement d'accord, mais en tout cas, moi, je réussis à trouver quand même assez facilement des offres, enfin des appels d'offres ou des clients qui sont d'accord pour faire du numérique responsable sur le papier au démarrage. Par contre, c'est vrai que je rejoins Olivier sur la mise en œuvre prend un peu de temps et parfois les concessions sont difficiles à faire, quoi. Mais je trouve que ça avance et le côté légal, en tout cas, toutes les collectivités vont devoir se mettre au numérique responsable. Enfin, il y a quand même une impulsion qui est faite au niveau étatique, qui est d'ailleurs une exception française. Il faut s'en féliciter parce que pas forcément que des choses pour se féliciter côté français, mais en tout cas sur le côté numérique responsable, ça pousse bien et puis on est assez moteur même au niveau européen. Donc voilà, enfin, pour moi, ça commence à devenir un sujet intéressant pour les clients, pas forcément facile à mettre en place, mais finalement, on y arrive. Mais je pense que c'est là aussi où notre structure de scope a quelque chose d'intéressant. C'est jamais assez vite. Soyons clairs, pour les problèmes écolos, c'est mon avis, hein, pas forcément, mais celui de Birsec aussi, en fait, ça va jamais assez vite. Il faudrait aller plus vite. Maintenant, il y a un truc assez rigolo, c'est que les scopes sont des scopes. Et en fait, en vrai, ça fait longtemps qu'on fait pas juste du commercial, mais qu'on fait aussi une sorte de militantisme diffus dans la gestion de nos entreprises, nos rapports avec nos clients, etc., etc. Et pour moi, c'est là que ça intervient aussi. Oui, il y a une impulsion. Non, elle va pas assez vite. Et elle va pas assez vite et elle a besoin, en quelque sorte, avec des guillemets, militants. Et dans ce cas-là, les scopes du numérique sont extrêmement bien placés. On s'est clairement tous posé la question dans notre fonctionnement de comment on devenait éco-responsable. Et on a tous l'habitude d'avoir un format de société qui nous pousse un petit peu au militantisme, à expliquer aux clients. Je veux dire, rien que sur notre structure, on est toujours obligé d'expliquer aux clients. Et c'est une partie agréable d'être en scope, c'est d'expliquer aux clients qu'on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Je pense que pour l'éco-conception, c'est exactement pareil. Ça ne va pas assez vite. Il y a besoin de gens en fer de lance qui rappellent à chaque fois, même quand c'est pas vraiment voulu, qu'il faut être responsable écologiquement. Et je pense que dans ce cadre-là, les scopes numériques sont super bien placés. Merci. Moi, j'aurais une petite question encore à l'image un petit peu de ce qu'on pourrait voir dans d'autres univers qui s'intéressent à l'écologie, hein. Je pense typiquement, on parlait d'alimentation bio tout à l'heure. Un questionnement de consommateur qui revient souvent, c'est de se dire, bon, bah, l'alimentation bio sur le principe, ouais, pourquoi pas, on a envie d'y aller, mais l'un des freins, c'est souvent, bah, ça coûte plus cher. Donc je me pose la question, lorsqu'on est face à du service numérique, du produit numérique, est-ce que produire ou utiliser plus écologiquement dans le numérique, c'est plus cher? Et en tout cas, est-ce que le client, lui, le prix de l'écologie sur la facture, l'impact sur la facture, est-ce que ça peut constituer un des freins à la démarche? Alors, en ce qui nous Je t'en prie. concerne, côté data center, ça va être un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, les investissements qu'on va faire en tant qu'industriel opérateur de data center pour rendre nos infrastructures plus vertes, améliorer l'efficience énergétique des installations, en fait, peut faire diminuer la facture pour les clients. La facture, on a une notion dans un data center qui est le PUE. Le PUE, c'est l'efficience, c'est
le Power Usage Effectiveness, donc c'est le ratio entre l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, la consommation électrique du site, etc., etc. Donc c'est un ratio énergétique, plus il est bas, mieux c'est. En fait, notre jeu aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, c'est de faire baisser ce ratio le plus bas possible. Pas sur un data center, comme je dis, on en a 260, donc c'est de le faire baisser sur les 260. Mais en tout cas, sur on va dire le PUE moyen en France, il est à peu près d'un 60, un 80, quelque chose comme ça sur les data centers. On est à peu près à un 35, un 40. Sur un site comme Saint-Denis, on est à un 20. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le PUE, plus le PUE est bas, plus la facture d'électricité est petite, enfin est basse pour le client. Donc, en fait, nous, en rendant ces infrastructures plus efficientes, ou un autre opérateur en rendant ces infrastructures plus efficientes, finalement, va baisser la facture. Après, sur l'équipement qui est mis dedans, c'est de l'investissement. C'est effectivement avoir des serveurs qui vont consommer moins, qui vont être... alors, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un standard qui s'appelle Open19, qui est des serveurs, qui sont des serveurs qui sont plus standardisés, on va dire. Aujourd'hui, on est comme sur les téléphones avec les prises, les chargeurs il y a quelques années. Chaque marque a son chargeur différent et du coup, on est obligé de racheter à chaque fois qu'on change de téléphone. Sur les serveurs, c'est la même chose. Il y en a un qui va faire 800 mm de large, l'autre 1200, etc. Donc, on essaie de rationaliser aussi ces standards pour faire en sorte qu'il y ait quelque part des économies d'échelle aussi en amont sur les chaînes de production. C'est des petits éléments comme ça qui vont faire en sorte de rendre un peu plus abordable, on va dire, pour certains acteurs. Côté produit, ouais, pardon, excuse-moi. Non, Vas-y, vas-y. Olivier. Côté produit, c'est pas, je dirais que c'est pas forcément plus cher dans le sens où il va y avoir juste un temps décalé par rapport à dans la construction standard d'un produit. C'est-à-dire que parfois, on arrive avec un espèce de cahier des charges et puis bon, bah, on ne discute pas et hop, on fait directement. Alors que nous, on va avoir peut-être un temps plus long sur l'affinage du besoin, la réflexion autour du besoin utilisateur et ce qu'on va vraiment avoir à développer. Et du coup, un temps plus court sur le développement parce que le périmètre d'intervention va être mieux, plus ciblé. Et surtout, nous, ce qu'on pousse le plus possible, c'est que la maintenance sera plus facile et le produit va durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend, je pense, du type de produit qu'on veut faire. Typiquement, les sites vitrines qui sont voués à durer 18 mois et être faits tout le temps, on ne travaille pas là-dessus. Il y a aussi un choix, et ça, c'est l'avantage des Transcope aussi, c'est de pouvoir choisir ses clients chez qui on intervient. On ne va pas forcément pousser ce type de produit-là, et en tout cas, on ne va pas travailler pour des gens qui, de toute façon, ont des biens de consommation rapide. J'ai envie de dire que dans le numérique, ça existe aussi. On va plus travailler sur des produits complexes avec des logiques métiers un peu biscornues et donc quelque chose qui aurait besoin de toute façon d'avoir des interventions pour faire de la qualité web, ce qui était notre cœur d'intervention et qui l'a toujours été. Et en fait, le numérique responsable, c'est quand même aussi beaucoup de la qualité, quoi. Donc en fait, je pense qu'on a un domaine d'intervention qui est un petit peu particulier et qui, du coup, est parfaitement en phase avec les prix sur le marché de gens qui auraient besoin d'avoir des experts pour faire des architectures un peu tordues. Et le numérique responsable fait que sur le long terme, en fait, ils y gagnent parce que effectivement, c'est des choses qui sont des infrastructures qui sont plus robustes. C'est plus facile à maintenir. C'est fait pour être maintenu plus longtemps. C'est fait pour être modulable, réutilisable. Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, sur le long terme, on y gagne. Sur le temps de répartition entre la réflexion autour du besoin et le développement, c'est un petit peu différent. Et donc, du coup, c'est ce qu'on explique aussi aux clients quand on répond à leurs questions avant de commencer à travailler avec eux. Et de bien mettre en place notre secteur d'intervention pour bien comprendre en fait ce que ça implique de travailler pour faire du numérique responsable. Mais je ne pense pas qu'en fait on soit beaucoup plus cher, surtout qu'on intervient toujours sur des trucs un peu complexes. Donc, de toute façon, ça aurait été des TJ complexes. On n'est pas sur une WordPress site vitrine, quoi. De toute façon, c'est pas le cœur de métier de Fairness. Vas-y, Olivier. D'un point de vue infogérance, on se rejoint souvent, mais en fait, c'est un peu l'idée aussi. Tout ce que peut rallonger
en coût, une discussion éco-responsable, c'est principalement juste le temps de mettre en place correctement l'infrastructure, c'est-à-dire sur le papier principalement, dire ce qu'il faut vraiment ou pas, etc. Évidemment, sur le long terme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue matériel, quelque chose de pas écologique chez nous, c'est quelque chose avec plein de machines redondantes partout, ça va pas réduire le coût. C'est exactement ce qu'on disait, vu qu'on veut absolument essayer de coller aux besoins et pas aux fantasmes, avoir quelque chose qui répond précisément aux besoins, pas plus grand, qui pourra évoluer, et cetera. Non, au contraire, c'est d'un point de vue infogérance, c'est évidemment, moins cher, d'être écolo, sur le moyen terme. Je suis d'accord avec Hélène, hein, il y a 2-3 exceptions sur des sites qui ont des durées de vie extrêmement courtes. Mais en fait, on s'aperçoit que, il y a très peu de nous, dans notre clientèle, il y a très peu de sites, même les sites événementiels, c'est des trucs qui durent, 1 an et demi et sur des clients où en gros, vous allez utiliser la même machine pour différents événements. Donc en fait, vous pouvez vous y retrouver, de la même façon. Des sites qui apparaissent et qui disparaissent, pouf, les machines avec, ça n'est pas dans notre cœur de métier du tout. Mais donc oui, être écologique, ça serait plutôt moins cher. Et merci. Olivier de Magnétique. Olivier, Oui, on pardon. t'entend Oui, pas. désolé. Ouais, j'avais tout coupé là. Oui, oui, non, mais pour ces questions de coûts, à nous, Magnétique aussi, en tant que prestataire de services, à être plutôt très acculturé à ces bonnes pratiques, on l'a mis en place déjà depuis quand même un petit bout de temps. C'est vrai que les grands comptes, eux, sont plus engagés dans ces démarches de développement durable et de numérique responsable. Peut-être aussi parce qu'il y a eu au départ peut-être un effet on va dire d'opportunité. Puis bon, maintenant ça commence à devenir en tout cas une acculturation plus forte, en tout cas chez ces acteurs-là. Pour les questions de coûts, je dirais que je rejoins un peu Hélène, il y a une espèce de rééquilibrage en fait, des coûts. C'est-à-dire que, au départ, par exemple, quand on parlait d'accessibilité, on disait: «Ouh là là, l'accessibilité, c'est 20 plus cher», et cetera, et cetera. Bah, en fait, à partir du moment où on le met en place, presque systématiquement, ou en tout cas on met un socle, qui favorise l'accessibilité, d'emblée dans les sites, le coût il est pas plus important. Il l'était sans doute avant, mais plus maintenant, alors qu'on développe systématiquement dans cette vue-là. Après, je rejoins Hélène sur la partie plutôt temps de cadrage, temps de conception du site, qui lui prend nécessairement plus de temps, mais c'est plutôt une bonne chose, puisque à partir du moment où on veut faire un site qui ne va pas se doter de fonctionnalités inutiles, il y a quand même tout un travail de cadrage et enfin, en tout cas de discussion avec le client sur bah, est-ce que tu en as vraiment besoin, est-ce que pas, etc. Donc il y a vraiment toute une phase de conception, on va dire, de l'outil, que ce soit un site ou une application, peu importe, qui va nécessairement prendre plus de temps et donc forcément qui va coûter plus cher. Après, oui, il y a quand même une factorisation, notamment au niveau des développements de, de toutes ces fonctionnalités qui sont, on va dire, éco-responsables, qui maintenant n'apportent pas un coût supplémentaire au final. Je dirais que globalement, non, ça coûte pas véritablement plus cher. Enfin, si on fait des sites qui sont moins gourmands en fonctionnalité ou en énergie ou quoi, a priori, oui, sur le long terme, ça revient moins cher, en fait. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions ou souhaiterait faire une intervention? N'hésitez pas à lever vos mains. Bon, bah écoutez, si déjà on a pu dégrossir un petit peu le sujet en première approche, on peut aussi se dire soyons sobres et restons-en là pour ce matin. En tout cas, merci
à nos 3 intervenants, donc Fairness, Beerstech et Equinix, d'avoir accepté d'organiser et d'intervenir au cours de ce webinaire qui est une première. Nous allons peut-être essayer de reproduire ou de prolonger sur des sujets similaires ou autres. Voilà, merci à tous les participants de leur participation. Comme je l'ai dit, j'ai enregistré l'échange. On a aussi une transcription qui a été faite. Cet enregistrement sera mis à disposition sur différents canaux proposés par l'Union régionale et afin que d'autres puissent ensuite et évidemment avoir accès à l'information qui aura été diffusée. Merci à toutes et tous de votre participation et Merci à toi je d'avoir vous organisé. souhaite, je t'en prie, c'est avec plaisir et c'est une initiative qui a quand même été à la base une émanation d'une idée proposée par Beerstech. Donc merci à Beerstech aussi Merci à d'avoir Thiers qui a eu l'idée de d'avoir semé la graine qui a permis de mettre en place ce webinaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à toutes et tous, parce que tout ça ne fait que commencer. Effectivement, je peux mettre le lien de la vidéo sur le Mattermost de la Coptech. Ce sera fait, ça fait partie des canaux que je comptais utiliser. Voilà. Voilà, merci à toutes et tous et à très bientôt, j'espère. Merci Eh ben, Gustavo, bonne journée. merci. Bonne Bye journée. Merci, bye. au revoir. Au revoir.